Donc bonjour. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de remercier ensemble toutes les personnes grâce auxquelles nous sommes là dans ce congrès, donc les personnes qui l'ont organisé, tous ceux qui nous ont apporté leur connaissance, leur expérience, leur savoir au sujet de la psychogénéalogie, des constellations familiales. Donc, je nomme Hellinger, mais aussi beaucoup d'autres, parce que pour ce qui me concerne, je ne dirai rien que je n'ai appris par ailleurs, même si je l'ai remanié un peu à ma manière, et je l'ai remanié à ma manière parce que j'ai moi-même appris auprès de quelqu'un qui me l'a enseigné de cette façon. Pour ce qui me concerne, c'est avec Idriss Lahore que j'ai appris les constellations familiales, entre autres. Donc voilà, je voulais commencer par un petit moment de gratitude, puisque chacun d'entre nous, je veux dire, nous n'inventons rien, nous ne créons rien, nous ne faisons que redonner ce que nous avons appris et que d'autres nous ont donné. Et sans ceux qui sont derrière nous, on ne pourrait pas grand-chose. Voilà, ceci posé, le but de cette conférence est de parler des règles de l'amour, les règles de l'amour dans les systèmes humains. Je crois que la conférence s'appelle comme ça. Et effectivement, je ne sais pas exactement qui vous êtes, si vous êtes des gens qui animez des constellations, donc si vous êtes des médiateurs, si vous êtes initiés un petit peu à ce jargon ou pas. La conférence s'adresserait plutôt à ceux qui ne connaissent pas trop le fonctionnement des constellations familiales, mais comme peut-être je le structure d'une façon un peu différente de l'habitude, eh bien ceux qui connaissent pourront peut-être trouver quelques éléments supplémentaires de compréhension. Posons comme base d'abord qu'est-ce que c'est qu'un système. Alors là, c'est tout simple, un système est composé d'au moins deux, puisque là, on va parler surtout des constellations dans les groupes humains de deux personnes. Et dès qu'il y a deux, eh bien, nous sommes dans un système. Bien sûr, il y a des grands systèmes, il y a des petits systèmes. Et le tout premier système auquel nous appartenons, bien sûr, c'est notre famille. Quand nous venons au monde, nous sommes déjà dans un système qui existe. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres systèmes. Et nous sommes reliés, par exemple, au système de notre entreprise, si nous travaillons, et à des quantités d'autres systèmes, si nous sommes dans des associations, si nous sommes... Dès qu'il y a deux, nous sommes dans un système. Et pour que ce système fonctionne bien, je veux dire bien, quand je dis bien, ça veut dire de manière non souffrante, eh bien, il faut qu'un certain nombre de règles soient respectées. Et ce que je vous dis là, en fait, même si ça en a l'air, ça n'est pas une théorie. C'est le fruit de quantité et de quantité d'observations de comment fonctionnent les systèmes qui permettent de dégager un certain nombre de principes comme ça. Et de temps en temps, dans le système, même quand un de ces principes est blessé et blesse le système, eh bien, ce que je vais vous dire ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une marge d'erreur, on pourrait appeler ça une marge d'erreur, qu'il faut toujours accepter. Ce que l'on dit n'est vraiment pas quelque chose que l'on peut appliquer à 100% à tout le monde et à tous les systèmes. C'est vraiment le fruit d'une observation qui montre que, on va dire, dans 100 ou 300 ou 1000 systèmes donnés, eh bien, on va retrouver très très souvent les mêmes constantes. Alors ces règles de l'amour, on va les nommer en donnant bien sûr des exemples pour que ça soit compréhensible pour chacun d'entre nous. Ces règles fonctionnent dans un certain ordre. Il y en a qui sont très réellement beaucoup plus importantes que d'autres. Et quand les plus importantes ne sont pas respectées, quand ces règles sont blessées, on pourrait dire, le système lui-même est blessé, et à ce moment-là, il va y avoir un déséquilibre dans le système. Donc on va voir tout à l'heure dans une famille, par exemple, si ces règles de l'amour ne sont pas respectées par les membres de la famille, eh bien il va y avoir un déséquilibre dans le système, et il y a quelqu'un dans le système, généralement c'est un des plus jeunes ou c'est un des plus fragiles, qui va prendre sur lui
quelque part, de recréer cet équilibre, un équilibre qui va être un équilibre souffrant, par exemple en développant une maladie ou des problématiques psychologiques ou en rentrant dans des schémas répétitifs, récurrents et négatifs dans sa vie. Eh bien, curieusement, bien que ça ait l'air extérieurement quelque chose de négatif, ça l'est d'une certaine manière, eh bien, il va permettre au système de maintenir un équilibre souffrant. Si on peut prendre l'exemple de ces mobiles qu'on met, vous savez, quelquefois dans la chambre des enfants, vous avez des petites choses là qui sont mises à des niveaux différents d'ailleurs et qui sont jolies quand vous l'achetez et que c'est tout neuf, c'est joli. Il y en a qui pendent un peu plus, d'autres qui pendent un peu moins, mais tel qu'il est organisé, ce système-là, eh bien, il est joli, il est harmonieux. Si vous en coupez un, n'importe lequel d'ailleurs, eh bien immédiatement tout se met en déséquilibre. Mais le système, il retrouve un autre équilibre. Il n'est pas aussi joli, il n'est pas aussi harmonieux, peut-être même ça va rendre le mobile inutilisable, mais pourtant il va trouver un autre équilibre. Mais c'est un équilibre qui va être disgracieux. Donc on peut transposer ça dans les groupes humains exactement de la même manière. Et de toute façon, le groupe ou le système ou le groupe ou la famille, si on parle de la famille, eh bien, elle va toujours réussir à trouver un équilibre. Mais elle va le trouver grâce à quelque chose de souffrant que va porter une ou quelquefois que peuvent porter 2 ou 3 personnes qui souvent sont les plus jeunes ou les plus fragiles. Alors prenons le tout premier, on va appeler ça un méta-principe, méta parce que c'est le plus grand. Le tout premier principe qui fait qu'un système est blessé et que l'amour ne peut pas circuler, puisqu'on parle d'amour dans les groupes humains et dans la famille par exemple, c'est le principe de réalité. C'est vraiment le plus important et le tout premier. Et si on regarde bien, ce méta-principe, en fait, nous le blessons constamment parce que si je me suis observée un peu, et si j'ai observé les gens autour de moi, eh bien, je suis capable de reconnaître que j'ai bien du mal à voir la réalité comme elle est. D'ailleurs, j'ai bien des difficultés à voir la réalité comme elle est, parce que j'ai des schémas de pensée, j'ai une vision du monde, une vision des situations dans lesquelles je suis, et que si je prends 10 personnes qui regardent la même chose, là vous êtes un certain nombre à me regarder, eh bien certainement que vous ne me voyez pas tous de la même manière, c'est sûr. Ni physiquement, ni émotionnellement, ni intellectuellement, vous ne me ressentez de la même manière. Qui de vous a raison ? Qui peut dire qu'il a raison et qu'il voit la réalité comme elle est ? On ne peut voir la réalité que la nôtre, en fait, et elle est forcément limitée. Et le tout premier travail, quand on fait des constellations familiales et qu'on travaille avec le respect de ces règles, de ces ordres de l'amour, c'est de permettre, en posant la constellation, de voir la réalité comme elle est. Et parfois, la réalité comme elle n'est pas très agréable à voir, il faut quand même le dire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des choses qu'on n'est pas capable pour l'instant de voir. Il y a des choses qu'on a peur de voir. Mais c'est vraiment la toute première chose. Tant qu'on n'a pas vu la réalité comme elle est, dans une situation donnée, eh bien, on ne pourra absolument rien faire. On ne pourra bâtir que sur du vent ou que sur du sable. Prenons l'exemple, par rapport à la réalité comme elle est, de nos relations amoureuses. J'imagine que certains d'entre vous, peut-être tout le monde, à un moment donné, vous êtes tombés très amoureux. Et vous êtes tombé tellement amoureux que vous avez eu envie de vous marier avec la personne, ce qui finalement fait partie de l'ordre des choses. Et quand on est très amoureux, vous savez très bien qu'on voit l'autre, on parle des yeux de l'amour, et l'autre nous paraît extraordinaire au début, en tout cas. Nous paraît beau, nous paraît intelligent, même s'il n'est pas beau, on arrive à le trouver beau quand même. Même s'il a plein de défauts, on arrive à trouver que ce sont des qualités. En fait, on dit que l'amour est aveugle, peut-être heureusement d'ailleurs pour nous au départ, mais cet état amoureux nous rend aveugles à ce qu'est réellement l'autre. Il y a des tas de projections dans ce phénomène amoureux. Enfin bon, c'est comme ça pour tout le monde, pratiquement. Et donc on s'engage dans une relation à partir de la façon dont nous voyons l'autre, qui est forcément déformée par ce qu'on appelle l'amour. Et puis un jour, vous êtes peut-être réveillé, c'était peut-être pas un matin, ça s'est peut-être fait de façon progressive, et vous êtes rendu compte que l'autre n'était pas comme vous l'aviez imaginé. Il était différent.
Et il y a eu une deuxième étape dans la relation de couple où là, il y avait un enjeu où j'acceptais que l'autre était différent de ce que j'avais imaginé, mais je décidais de l'aimer quand même, mais d'arriver à l'aimer autrement, en tout cas. Ou alors, je ne supporte pas et à ce moment-là, la relation s'arrête. On connaît ces phénomènes-là. Hein. Et donc, dans la réalité comme elle est, on vit un certain nombre de désillusions qui nous font souffrir. Et c'est très difficile pour chacun d'entre nous, ça, hein, de passer d'une désillusion à une autre. Et nous faisons ça pratiquement, la plupart du temps, toute notre vie, de passer des désillusions à une autre. J'ai un ami, je le trouve extraordinaire, et puis je me rends compte un peu plus tard qu'il n'était pas aussi fantastique que j'avais imaginé. Et je suis déçue. Et c'est pareil pour tout, à peu près tout. Je suis emballée par quelque chose et je me rends compte que ce n'est pas tout à fait comme j'avais imaginé. Et quand je vois la chose comme je ne l'avais pas imaginée, eh bien là, est-ce que c'est la réalité comme elle est ou pas? Ou est-ce qu'elle est la réalité comme elle est? C'est ça la grande question. Et c'est ce que va me permettre la constellation. Une personne vient avec un problème, on pose la constellation. Donc la constellation, ça consiste à choisir des représentants du père, par exemple, de la mère, du frère, de la sœur. Ils sont là dans l'espace. On les place les uns par rapport aux autres. Le client, en tout cas, le focus va placer ces personnes les unes par rapport aux autres. Et puis on va laisser, par exemple, c'est une option, il y en a d'autres, on va laisser le mouvement se faire naturellement. C'est-à-dire que les personnes qui sont les représentants des membres de la famille qu'on a choisis vont ressentir, se mettre à penser et avoir des gestes spontanément qui vont être les gestes, les pensées, les ressentis de personnes qu'elles représentent et que ne connaissent pas du tout. Et on va laisser ce mouvement se faire. Et pendant que le mouvement va se faire, à un moment donné, donc la constellation va bouger, et les gens vont prendre d'autres attitudes. Il y en a qui vont tomber par terre, il y en a qui vont se mettre à regarder ailleurs. Enfin, il va se passer un certain nombre de choses. Eh bien, la constellation va nous montrer la problématique peut-être de base, une réalité telle qu'elle est vraiment à ce moment-là. Et à partir de là, on va pouvoir faire quelque chose. Seulement à partir de là. Donc, c'est la toute première chose, c'est ça. Et je dirais même en dehors même des constellations elles-mêmes, si je veux faire un travail sur moi, un travail de développement personnel, vous le savez bien pour ceux qui le font et qui l'ont déjà fait, c'est le premier travail que j'ai à faire. C'est de nommer ce qui se passe en moi, de nommer les souffrances, de voir les causes un peu de mes souffrances, voir la réalité comme elle est et de l'accepter bien sûr. C'est pas de la voir seulement, c'est de l'accepter. C'est énorme déjà, c'est 50% du travail ça. Et parfois, on a besoin d'être aidé pour ça, parce qu'on a beaucoup de tampons et de résistance, bien sûr, à faire ce travail. Dans ce métaprincipe de réalité, donc voir les choses comme elles sont, il y a un principe supérieur qui est extrêmement important, c'est le principe supérieur d'appartenance. Prenons une famille, imaginons la famille Durand, ou la famille Briand, une autre famille que je connais. Dans la famille Briand, il y a le père, la mère et il y a 3 enfants. Eh bien, dans la famille Briand, il n'y a pas un seul membre de la famille qui appartient plus à la famille qu'un autre. Même le vilain petit canard, celui qui ne fait pas comme papa et maman ont toujours rêvé qu'il fasse, celui qui est parti loin de la maison, qu'on n'a plus revu depuis 15 ans, celui qui a rejeté tout le monde, même celui-là, il fait partie de la famille Briand. Et rien au monde ne pourra faire qu'il n'en fait pas partie. Le sang Briand coule dans ses veines. Et que ça plaise ou pas, et ça c'est vraiment le principe de réalité qu'il faudra accepter, que ça plaise ou pas, cette personne, cet enfant-là, elle fait partie de la famille Briand. Et elle en fait partie à égalité avec les autres, pas plus qu'un autre. À égalité exactement avec les autres. Ce qui veut dire, et ça c'est extrêmement important, que si nous appartenons ici nous sommes dans un système aussi, vous êtes rentrés dans la pièce, et tant que vous êtes dans cette pièce ici, qu'on est ensemble, il n'y a pas un parmi vous qui appartient plus à notre système-là qu'un autre. Pas dire madame, parce qu'elle est blonde, elle ne fait pas partie de notre système. On est tous à égalité, on appartient à ce groupe-là, dans l'instant présent, tant qu'on est là. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut exclure personne. On ne peut pas exclure quelqu'un. Ça, c'est une très, très grande blessure dans les systèmes et dans les familles, lorsque l'on exclut quelqu'un, alors qu'il appartient au système à égalité avec les autres. Et il y a des quantités de façons d'exclure quelqu'un.
Et comment on peut faire pour exclure quelqu'un? Ben, d'abord, on peut dire qu'il s'en aille, hein, ça c'est une façon de l'exclure très concrète, en l'oubliant, en le critiquant, en faisant, oui, comme s'il avait jamais existé, en disant du mal constamment. Par exemple, ça peut être un grand-père qui a eu une maladie mentale à un moment donné, puis il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, et on ne parle jamais de lui parce que ça fait beaucoup de peine à quelqu'un dans la famille qu'on parle de lui. Donc on l'a oublié, on n'en parle jamais. Mais ça peut être aussi un enfant mort-né, ça peut être une fausse couche, un avortement, hein, ça peut être en tout cas quelqu'un qui à un moment donné a appartenu au système, même si on ne l'a jamais connu, même si on l'a oublié parce que ça fait trop de peine quand on en parle. Eh bien, celui-là ou celle-là, même si c'est une fausse couche, même si c'est un enfant mort-né, même si c'est un avortement, quel que soit l'âge auquel ça s'est passé, celui-là que tout le monde a oublié de façon consciente ou de façon inconsciente, il fait partie du système. Et parce qu'on l'exclut, parce qu'on l'oublie, parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'il n'a pas de place, eh bien, il y a une blessure dans cette famille-là. Et cette blessure, elle va être portée par quelqu'un. Par exemple, imaginons que moi, je suis d'une famille de 4 enfants et que ma mère ait eu une fausse couche. Voilà. Et elle n'en a jamais parlé. Ou je le sais vaguement, mais on n'en parle jamais. Tout le monde a oublié ça. Et eh bien, peut-être un de mes enfants à moi, hein, quand il va naître, il va avoir un comportement tel qu'il va constamment se mettre dans des situations à être rejeté. C'est un enfant qui a un caractère dit difficile, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas pourquoi il est comme ça, il a tendance à se faire rejeter de partout, à avoir une attitude qui donne envie plutôt de lui dire « va-t'en », quoi. Et même lui, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Alors, la famille essaye de trouver une solution, de peut-être lui faire un peu de thérapie, d'essayer de trouver pourquoi. Eh bien, simplement, il est intriqué, on appelle ça intriqué dans le langage des constellations, avec cet enfant qui est... c'était pas un enfant, mais c'était un début d'enfant, on pourrait dire, que l'on a complètement oublié. Et par sa façon de fonctionner, en fait, il oblige le système à se rappeler de celui qu'on a exclu, de se rappeler de celui qu'on a oublié. Il l'oblige à se rappeler. Et si ce n'est pas fait sur cette génération-là, ça peut se reproduire sur cette génération. On sait que ça peut être jusqu'à cette génération. Et que je peux porter la problématique de mon système, je veux dire, pendant cette génération. Ça peut être cette génération avant, ça peut être un arrière-grand-parent qui a été exclu aussi, qui a été exclu parce qu'il a trompé la grand-mère et que, moi j'en sais rien, il est peut-être parti avec une autre, peu importe. Donc on l'a complètement viré. On ne sait même pas que c'était notre